Merci à l'Université Paris 1 de nous accueillir pour l'enregistrement de cet épisode. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intitulé « Le travail, mais quel travail ?», où nous abordons notamment la question du hors-travail, en abordant les notions de coproduction des services et les usages. Au micro pour cet épisode, nous retrouvons Sandrine Fortuné et Eva Goulois. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons ergo. Aujourd'hui, avec Sandrine, on se retrouve pour l'épisode sur le hors-travail, une question qui va être très intéressante, et avec deux invités qui vont être passionnants. Notre première invitée a une licence de psychologie à l'Université Paris 8 et dans la même université a passé un master ergonomie, travail, formation et vie quotidienne. Puis en 2019, elle a enchaîné comme consultante workplace en tant qu'ergonome à Colliers. Et puis depuis septembre 2021, elle est ergonome consultante au cabinet Entropie. Et puis, elle a participé à la création du réseau RAF. Bonjour Océane Franzé. Bonjour. Pour notre second invité, un parcours un peu plus atypique. Après un M1 économie appliquée à l'Université de Lille et un M2 consultant et chargé d'études socio-économiques à l'Université de Paris, notre invité a été consultant dans un cabinet CE-CHSCT pendant 5 ans avant de reprendre ses études. Il se lance dans le M2 ergonomie, organisation et espace du travail à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour rejoindre en 2019 le laboratoire d'intervention et de recherche Athemis en tant qu'ergonome intervenant-chercheur. Alors pour ceux qui se demandent, Athemis, qu'est-ce que c'est ? C'est l'acronyme pour Analyse du travail et des mutations dans l'industrie et les services. Dans ce laboratoire, on y retrouve une quinzaine d'intervenants-chercheurs sur une base pluridisciplinaire, dont les domaines d'intervention vont de la santé au travail jusqu'au nouveau modèle économique, en passant par le développement durable des territoires. En 2019, notre invité participe également à la création du réseau Ergonomie Paris 1, un réseau d'étudiants et d'étudiantes, ainsi que anciens et anciennes étudiantes, du parcours ergonomie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et si c'est pas assez impressionnant, on peut lire sur son CV aussi qu'il est membre de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et coprésident du club EF&DD en Ile-de-France. Bonjour Brian Dema. Bonjour. Merci à vous deux d'être là et d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, on va aborder la notion du hors-travail. Sandrine, je te laisse nous présenter un peu tout ça. Alors oui, aujourd'hui, effectivement, on va essayer de s'interroger sur ce que veut dire le hors-travail pour l'ergonome. Et est-ce que finalement le travail est une forme pure ? Est-ce qu'il y a des activités hors du travail qui sont nécessaires à l'ergonome pour comprendre le travail dont il est question ? Peut-être en première question sur le premier axe qu'on voulait aborder, qui était sur la coproduction des services. Brian, comment est-ce qu'on peut prendre en compte le comportement et les attentes des usagers dans le travail ? Alors déjà, peut-être pour commencer à répondre, il y a un point qui me paraît important de préciser, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Quand on parle d'usager, en fait, on renvoie à une situation de service. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans les situations de service, qui est qu'un service, contrairement à un bien, c'est toujours coproduit avec le bénéficiaire. C'est-à-dire que c'est l'une des caractéristiques des services. Quand on prend un bien, un stylo, un ordinateur portable, un téléphone, d'une certaine façon, il est conçu, il est produit dans l'usine ou dans l'atelier. L'utilisateur du téléphone, du stylo, il n'est pas là sur site, il n'est pas là dans le processus de production. On produit le bien, ensuite on le met sur l'étagère, on le distribue et ensuite on le consomme. Dans le service, ce qu'il y a de particulier, c'est que justement le bénéficiaire, l'usager, il fait partie du processus de production. Et non seulement il en fait partie, mais en réalité, la façon dont il va s'engager, la façon dont il va contribuer à la production, va jouer sur la valeur du service qui est réalisé. Par exemple, si on prend une activité de soins entre un médecin et un patient, on voit bien que pour produire du soin, il y a besoin que le patient il explique quels sont ses problèmes, ses symptômes, il explique un peu son histoire, il y a besoin qu'il contribue en l'occurrence ne serait-ce qu'à la discussion pour pouvoir produire du soin. Si on a un patient qui dit rien, qui est muet, le soin simplement ne se produit pas. C'est pas qu'il n'est pas vendu, c'est qu'il n'y a pas la valeur qui est liée au soin. Et alors, en réalité, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les activités de service, mais ça peut être variable. L'importance de la coproduction, elle est variable selon les types d'activités.
Nous, on parle souvent dans l'économie des services de l'intensité relationnelle. Évidemment, l'intensité relationnelle, c'est pas la même si le service est une thérapie psychologique, où il y a besoin d'une relation de service très forte et une implication très forte de la personne soignée pour que le soin psychologique se réalise. C'est pas la même chose que si on est dans du transport de marchandises où il s'agit de transporter un bien d'un point A à un point B. Mais malgré tout, à chaque fois, il y a quelque chose qui relève d'une coproduction. Et ça pose un enjeu central dans le travail des professionnels, c'est que la capacité à adapter le geste professionnel aux attentes spécifiques de la personne en situation, donc de l'usager, du bénéficiaire, du patient, du client, elle devient centrale dans le travail. On peut se dire c'est un élément finalement de la situation de travail comme un autre, au sens c'est la même chose, il y a une machine qui marche, il y a une machine qui ne marche pas dans l'industrie, là il y a un bénéficiaire, un usager qui demande telle ou telle chose, qui se comporte de telle ou telle manière. C'est un élément banal finalement d'une situation où on peut aussi comprendre que derrière il y a quelque chose de plus fondamental et en premier lieu le fait qu'il y a besoin de faire avec le bénéficiaire, de faire avec l'usager pour produire la valeur en fonction. Donc il y a besoin de faire avec la façon dont il réagit, son comportement, mais pas que son comportement, en réalité la façon dont il se représente l'offre de service, donc ce que c'est qu'une thérapie, si je reprends l'exemple de la thérapie. Dont il fait état de ses attentes, il y a besoin de faire avec ses enjeux aussi, de ses réactions. Et les attentes, les réactions, les enjeux, les représentations du bénéficiaire, elles ne sont pas calées sur l'organisation du travail, elles ne sont pas calées sur l'offre, on va dire, prescrite ou l'offre générique. Donc là, il y a un point qui est important, c'est que dans la relation de service, c'est un rendez-vous de la valeur. Si on rate ce rendez-vous-là, on rate la valeur, on rate la performance, on rate le service, on rate la production en réalité. Donc ça, c'est un élément essentiel et qui se fait en plus majoritairement en temps réel. C'est-à-dire que c'est pas d'un côté, on produit le stylo et puis bon, si c'est un rebut, c'est pas grave, on le met de côté et puis on le remet sur le cycle de production plus tard. Là, on rate le soin, un prof qui rate, qui s'y prend d'une certaine manière pendant son cours, il peut pas rembobiner et dire c'est pas grave, on oublie tout ce qu'on s'est dit et on recommence à zéro. Alors, il peut le faire, mais on voit bien que ça joue sur le processus de production. Ça, c'est un enjeu qui est important déjà, il me semble, de comprendre dans la dynamique de travail et dans la dynamique économique, c'est que quand on parle de comportement des usagers, en réalité, on renvoie à des situations de service bien spécifiques où, d'une certaine façon, si on veut être au rendez-vous de la valeur, la performance économique, il y a besoin de cette rencontre, il y a besoin de cette attention. Il y a une deuxième chose peut-être qui me paraît intéressant d'ajouter de ce point de vue-là, et qui va faire le lien avec la question du hors-travail notamment, c'est que d'une certaine manière, l'usager, le bénéficiaire, il déborde le cadre de l'organisation. Il n'est pas soumis aux liens de subordination, il n'est pas soumis au cadre prescriptif organisé, aux contraintes productives de travail qu'il y a dans une organisation, et il faut faire avec. Le bénéficiaire, l'usager, il vient avec ses propres enjeux, ses propres attentes, et il vient comme personne en fait. Il vient pas comme quelqu'un qui travaille, qui est soumis à des règles et qui les réinvente, mais qui est dans un cadre organisé. Donc il vient comme personne, il vient d'une certaine manière comme citoyen, on pourrait dire, avec ses problèmes de personne. Et ça, c'est d'une certaine manière, c'est intégrer dans le travail du professionnel des dimensions qui sont déjà extérieur au travail. C'est différent de si on produit dans son coin, en chambre, dans son atelier, dans son usine, un stylo, et on délègue la responsabilité au service marketing, au concepteur de prendre en compte les enjeux du client. Et là, en réalité, si on pousse un petit peu plus loin, c'est que ça fait rentrer une dimension très sociétale ou politique, si on tire le trait dans le travail. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en tant que professionnel qui est en relation avec une personne, qui est là comme citoyen, comme personne tout entière, dans la façon dont je vais m'y prendre, ça va avoir à faire avec des enjeux du vivre ensemble, des enjeux sociétaux, des enjeux politiques. Je peux m'y prendre d'une certaine manière qui favorise l'écoute du patient, qui favorise l'écoute de l'élève en difficulté qui ne sait pas bien parler français, qui favorise à un guichet de banque l'écoute d'une personne qui ne comprend pas comment un système bancaire fonctionne et je peux m'y prendre d'une certaine manière ou je peux m'y prendre d'une autre manière, c'est-à-dire être indifférent à ça, dire c'est pas mon problème, c'est pas mon travail, moi je réalise ma tâche, je suis pas là pour faire avec la diversité des situations du monde. Et en réalité entre les deux, il y a toute une gamme,
Il y a toute une gamme d'activités, de comportements qui est possible et qui est très sollicitante du point de vue des professionnels. Si je peux prendre juste un exemple qui moi, m'a assez frappé, si on prend les centres de tests du Covid, parce que c'est d'actualité, je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez été dans différents endroits pour vous faire tester, mais selon là où vous allez, il ne se joue pas du tout la même chose. Moi, rien qu'entre si je tourne à gauche de ma rue ou si je tourne un peu plus loin à droite, il y a un endroit, on va dire, il y a quelque chose d'assez classique. Il y a un autre endroit, il y a 80% des personnes qui ne parlent pas bien français, en fait, qui ne comprennent pas spontanément où est-ce qu'il faut se mettre dans la file d'attente. Et en réalité, ça suppose, du coup, dans cette relation de service, d'être attentif à ça. Alors, on peut aussi dire, je m'en fiche, débrouillez-vous. On peut déléguer la charge sur la personne qui fait la sécurité, par exemple. Mais on voit bien que c'est un rendez-vous. On ne peut pas rester indifférent à ça parce que soit on répond aux attentes des personnes, soit on exécute, on va dire, l'offre telle qu'elle a été conçue et on passe à côté des attentes. Alors, évidemment, c'est plus subtil, mais derrière, c'est ça qui se joue. Alors pour le coup, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu développais, c'est cette question du rendez-vous de la valeur. Et pour la réaliser avec tout ce que tu décris en termes de cadre de l'organisation qui est débordé, des enjeux sociétaux qui vont aussi entrer dans cette relation, comment on donne les ressources aux patients, à l'usager pour réussir la coopération? Cette question, elle est importante et déjà, elle se pose à un niveau, on va dire, entre le professionnel et le bénéficiaire. En tout cas, c'est comme ça que j'entends la question. Et d'une certaine manière, il y a donner les ressources, mais on pourrait dire plus largement, l'enjeu, c'est comment on coopère. Comment on coopère entre un professionnel dans une logique de métier, dans une logique d'organisation, et un bénéficiaire, un usager, un patient qui vient là comme il est, avec sa propre vie, sa propre trajectoire, ses propres envies, ses propres contraintes. Coopérer, on dit souvent avec les collègues, c'est prendre en compte les enjeux liés à l'activité de l'autre dans son propre travail. Donc ça veut dire prendre en compte les enjeux, les contraintes, l'actualité, les envies, les ressources, les opportunités, toutes ces différentes dimensions. Donc, notamment les ressources, mais j'aurais envie de dire, il n'y a pas que les ressources. Il y a l'entièreté de ce qui se joue pour le bénéficiaire ou pour la personne concernée. Et là, d'une certaine manière, on peut dire que déjà, à l'échelle de la relation de service entre un professionnel et un bénéficiaire, ça mobilise toute une série de compétences ou de savoir-faire professionnels qui vont être utiles pour faire avec le bénéficiaire, et pas simplement pour le plaisir de faire avec, mais pour apporter une réponse pertinente à ses enjeux, à ses besoins, à partir d'une sphère professionnelle donnée. Alors, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais par exemple, on voit bien qu'il y a besoin de savoir expliquer comment on travaille, de savoir expliquer la démarche qu'on met en place. Il y a besoin de savoir poser les bonnes questions pour pouvoir accéder au-delà de ce que la personne dit à ce qui peut se jouer pour elle. Enfin, on peut prendre l'exemple du médecin, par exemple. Il faut savoir être suffisamment fin pour poser les questions qui vont bien et comprendre ce qui se joue pour la personne. Si je parle d'un psychologue, on voit bien que c'est encore plus net. Il y a besoin de savoir écouter. C'est un peu du même ordre, mais au sens profond, d'écouter, de sentir aussi qu'est-ce qui se joue pour la personne. Il y a besoin de savoir aussi problématiser, savoir reformuler, savoir vérifier, du coup, avec la personne, si c'est bien ça l'enjeu, si c'est bien ça la question. Il y a besoin d'être un peu créatif, de savoir inventer une façon de faire un peu spécifique, qui n'est pas non plus complètement décalé par rapport à ce qu'on peut attendre d'un professionnel, si je reprends l'exemple d'un psychologue ou d'un médecin, mais qui en même temps touche juste par rapport à ce dont a besoin la personne à ce moment précis. Il y a besoin aussi de savoir évaluer dans la façon dont on s'y prend. Est-ce que ça répond bien aux attentes? Est-ce que ça répond bien aux enjeux? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Et en réalité, quand je dis ça, on voit très vite que de la formation ou de la pratique de l'ergonome, c'est des choses qu'on apprend en formation, en fait. Il y a besoin de reformuler, d'écouter la situation un peu spécifique, de problématiser, de construire une intervention un peu calée spécifiquement par rapport au projet, aux attentes, etc., etc. Mais en réalité, ça marche dans toute activité de service. Alors, c'est plus ou moins central et on le joue plus ou moins comme professionnel, mais on peut dire la même chose d'un coiffeur, par
par exemple. Il y a besoin de comprendre c'est quoi l'attente spécifique de la personne qui vient chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'elle attend? Si elle parle pas, difficile de faire une coupe qui produit vraiment de la valeur. Il y a besoin de savoir poser les bonnes questions. Il y a des gens comme moi qui sont incapables d'expliquer ce qu'ils veulent comme coupe. Donc si vous avez un coiffeur qui sait pas s'y prendre, il y a peu de chances que ça tombe sur la coupe qui va me faire plaisir à la fin. Il faut aussi justement reformuler, il faut inventer un truc qui paraît adapté, tester au fur et à mesure des coups de ciseaux, est-ce que c'est bien ça, un peu plus court, ça vous va? Simplement pour illustrer qu'en réalité, dans toute situation de service, il se joue cette question-là et que c'est pas si éloigné de ce qu'on peut imaginer dans le métier, dans ce qu'on raconte dans le métier d'ergonome. Et en réalité, il y a quelque chose qui est fondamental derrière ça, c'est que ça exige ou ça suppose un certain rapport au travail. C'est-à-dire un rapport au travail où travailler, c'est justement faire avec les personnes, être à l'écoute de leurs problématiques, inventer quelque chose d'un peu spécifique, qui n'est pas la même chose que travailler, c'est je reproduis quelque chose de standard, déjà préétabli, qui est je suis dans une optique de maîtriser la situation et de faire comme c'est prévu. On voit que là, il se joue des dimensions aussi plus intimes, qui sont liées au rapport que chacun a avec son travail, au rapport à la tâche qu'on nous est donnée. Est-ce que notre rôle, c'est de la réaliser de la meilleure manière dans le monde réel, ou est-ce que c'est aussi de faire force de créativité et d'invention pour adapter ce qui était prévu au regard des attentes des bénéficiaires. Et en même temps adapter, mais pas non plus n'importe comment. C'est-à-dire il faut quand même que ça rentre dans un cadre jouable, possible, dans lequel on s'y retrouve, qui correspond au projet collectif dans lequel on est embarqué. Et si chacun le fait à sa sauce et à sa manière, à un moment donné, ça peut poser des problèmes. Donc en réalité, c'est très exigeant, si je tire le trait, comme rapport au travail. C'est-à-dire que ça implique et ça engage très fortement les personnes qui, en tout cas, sont dans cette dynamique, on va dire, servicielle, qui la jouent jusqu'au bout. Et en même temps, ça ouvre des perspectives d'émancipation, en réalité. Ça rend possible le fait de pouvoir se sentir contribuer à quelque chose d'utile, de pertinent, d'adapté, de situé, de local, qui est un potentiel d'émancipation assez fort, d'émancipation par le travail, on pourrait dire, comme dirait Pascal Béguin, de l'émancipation en tant que je contribue par mon activité à rendre service, à faire quelque chose d'utile aux bénéficiaires, au territoire, au monde, à la culture. Et là, on a quelque chose d'un peu spécifique qui se joue dans les activités de service, dans le fait que c'est coproduit par rapport à des milieux de travail enfermés, au sens de on produit un bien tel qu'il est défini et on fait l'hypothèse que c'est en le vendant que ça va rendre service aux personnes. Il y a quelque chose d'assez fort qui nécessite du coup tout un tas de compétences, tout un rapport au travail pour pouvoir intégrer les ressources, et puis pas que les ressources, mais les contraintes, les enjeux spécifiques aux usagers, aux bénéficiaires. Merci Brian pour tous ces éléments. Après tout ça, moi je me demande finalement comment est-ce qu'on peut équiper les travailleurs pour faire face, ou du coup pour faire avec les attentes des usagers, des bénéficiaires. Là, je dirais qu'il y a deux niveaux, on va dire. Il y a un premier niveau qui renvoie justement au registre un peu des compétences. Et il y a besoin de soutenir la capacité des personnes finalement à agir en étant attentif aux enjeux des bénéficiaires, des personnes en situation de service. Donc là, il y a tout un registre qui est équiper les professionnels, ça veut dire soutenir leur professionnalisation dans un sens favorable à l'écoute, à l'attention aux enjeux des autres. Et si je dis autrement, c'est comment on soutient la capacité des professionnels à réaliser les arbitrages pertinents, juste au sens de justesse, mais aussi de justice d'une certaine façon, mais surtout de justesse là, par rapport aux besoins et aux attentes des personnes. Parce que déjà, c'est pas si évident de savoir comment s'y prendre, c'est-à-dire comment on s'adapte. On peut pas s'adapter à l'infini. Il y a quand même des rendez-vous professionnels d'une certaine manière. Donc, et on voit bien qu'en réalité, si on écoute les situations de travail, dans les services, il y a tout un tas de personnes qui sont en difficulté. Et même tout le monde l'est un peu selon les situations à certains moments, sur comment être suffisamment fin dans l'écoute, dans la capacité de créativité. Déjà, c'est pas évident. Et puis, on peut aussi s'y perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'écoute, aux soins, à l'attention à l'autre. On peut passer son temps, on peut passer des heures, on peut s'acharner. Et là, c'est plus le service, c'est la servitude d'une certaine manière. Et on voit les dégâts que ça peut faire aussi du point de vue du travail, si on prend rien que les métiers dans le domaine de l'aide aux personnes, par exemple, ou du soin, justement. C'est qu'on peut aller très loin dans le soin. Et il y a aussi besoin, du coup, s'équiper, c'est aussi trouver des formes de limites qui encadrent ça. Et là, il y a une dimension qui est importante, c'est
On peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire on peut jauger tout seul en situation en temps réel. Bien sûr que tout seul, on jauge jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on teste. Là, on se recale un petit peu sur le prescrit parce qu'on se protège. Sinon, on sent que ça va déraper. Là, on invente et on y va franco parce qu'on sent qu'on est en train d'imaginer une autre manière de faire qui potentiellement va être utile. Donc, en situation, on est tout seul. Mais en réalité, l'enjeu, c'est comment on n'est pas seul à faire ces arbitrages et comment derrière, on a des occasions de le remettre en discussion, de pouvoir jauger avec les autres collègues. Moi, je m'y suis pris comme ça. En même temps, j'étais pas complètement à l'aise. Moi, je m'y suis pris de telle manière. Et en fait, je me rends compte que c'est vachement soutenant pour les personnes. Là, je parle, par exemple, de mon métier d'intervenant, mais on peut le dire pour toute situation de service. Et on a besoin, du coup, d'espace. On a besoin de pouvoir discuter pour se régler, pour faire le tri entre une initiative qui va trop loin, qui est pas pertinente, en fait, parce que ça tient à un truc, mais en réalité, on passe à côté d'un autre sujet. On a besoin de jauger qu'est-ce qui est acceptable, de qu'est-ce qui est pas acceptable. Jusqu'où on va pour un enseignant, par exemple, et des élèves qui ont des comportements très compliqués qui empêchent de suivre le cours. Jusqu'où on va dans hausser un peu la voix, essayer de reprendre le fil, pointer un comportement pas adapté. Ça se discute. Alors on voit bien qu'il y a des zones dans lesquelles on va pas aller, c'est communément admis, on n'a pas besoin d'en discuter, quoique, peut-être, mais il y a tout un tas de registres pour lesquels il faut que ce soit vivant, il faut pouvoir se repérer aussi avec les autres, avec les professionnels, avec ceux qui ont de l'expérience, il faut mettre des mots, et il faut soutenir ça. Donc équiper les professionnels, c'est déjà principalement soutenir la capacité de mettre des mots, de discuter, de débattre du travail, de délibérer autour du travail, autour des pratiques et de construire des règles qui font que quand bien même je suis seul en interaction en temps réel avec le bénéficiaire, en réalité derrière j'ai des appuis, j'ai des références, j'ai des repères professionnels qui sont partagés avec mes collègues, avec le métier en général, etc. Donc ça c'est un premier enjeu qui est important et en réalité c'est aussi un enjeu d'innovation parce que c'est dans la relation à l'autre, c'est dans l'attention de comment les demandes elles bougent, comment elles évoluent. Moi, je travaille beaucoup sur les questions alimentaires. Il y a tout un tas d'innovations qui ont lieu sur les territoires parce qu'on est à l'écoute de c'est quoi les enjeux alimentaires, c'est quoi les préoccupations des habitants sur les questions alimentaires. Comment on fait face aux questions de précarité, d'accès à une alimentation saine. Si on n'est pas à l'écoute de ce qui se joue dans les relations quand on distribue des paniers, quand on met en place des ateliers cuisine, quand on va sur les marchés pour fournir y compris des biens, difficile de trouver des leviers d'innovation. Donc en réalité, équiper les professionnels, c'est aussi être attentif à la façon dont ils innovent dans les micro-situations et dans quelle mesure ça peut faire un levier pour les soutenir. Après, il y a un deuxième niveau, je dirais, qui renvoie plus largement à la question de la conception plus globale du système de travail, on pourrait dire. Le premier niveau, c'est soutenir la professionnalisation des personnes, notamment de leur capacité à faire face, à faire avec, etc. Là, il y a aussi un niveau qui renvoie plus à des questions plus organisationnelles, on pourrait dire, qui sont comment on conçoit des équipements, des outils suffisamment adaptables, on pourrait dire, ou multi-usage, multifonctionnel pour faire face à la diversité des situations, mais pas que les équipements et les outils, en réalité l'organisation du travail elle-même. Comment les règles de travail, elles sont des points d'appui, des ressources pour pouvoir tenir la relation de service un peu spécifique et en même temps ne pas se perdre par rapport aux enjeux collectifs du travail. Pour un enseignant, comment je suis nourri de repères de travail construits d'un point de vue organisationnel, mais qui ne sont pas forcément, c'est ça qu'il faut suivre à la lettre, qui ne sont pas la procédure, on va dire, très, très classique, mais qui font quand même repère. Donc il y a des enjeux comme ça, et si on pousse les choses encore plus loin, là c'est l'économiste, on va dire, derrière qui parle, en réalité ça pose aussi des questions de modèle économique, au sens où ça pose des questions de la façon dont l'organisation, elle pense son modèle de production de valeur, la façon par exemple dont on contractualise avec les clients, avec les bénéficiaires. Je vais prendre juste un exemple pour illustrer cette question-là. Nous, on travaille avec un dirigeant qui, son métier, c'est de fabriquer de l'outillage à main. Autrement dit, c'est pas l'outillage classique standard. C'est des outils un peu spécifiques, le marteau qui est courbé 3 fois pour rentrer sous un train, qu'on retrouve certaines fois, mais pas tout le monde. Donc lui, il y a des clients, surtout des gros clients, qui vont le voir et qui lui disent... nous, on a besoin de quelque chose d'un peu spécifique comme ça. Lui, il conçoit les outils, il les vend. Enfin, en tout cas, ça, c'était son métier avant et c'est comme ça qu'il le présentait. On voit bien que si lui, il va y avoir une contradiction, disons, si en fait, il se rend compte qu'en allant voir ce qui se passe,
c'est pas d'un outil spécifique dont on a besoin, mais c'est un problème d'éclairage, par exemple. Alors je dis ça parce que ça peut parler facilement aux ergonomes ou aux spécialistes du travail. En fait, c'est pas l'outil, c'est l'éclairage. Voire même l'outil, il existe à Leroy Merlin, si je tire le trait. Donc il n'y a pas l'enjeu de passer du temps à concevoir un truc spécifique. Ça, c'est être à l'écoute de la situation, c'est être à l'écoute des besoins du bénéficiaire, trouver une réponse adaptée, etc. Ce que je disais tout à l'heure. Mais si moi, je facture des outils et que j'apporte ce conseil-là nécessaire et pertinent du point de vue de la personne, mais que je facture des outils, je n'ai pas de revenus. Donc à un moment donné, ça crée une contradiction. Et très vite, on peut aller soit dans la logique, si je tire un peu les traits, soit dans la logique, je refourgue des trucs parce que c'est ça qui crée les conditions de ma viabilité économique et mon développement, et c'est nécessaire parce qu'après, il faut payer les salariés, par exemple. Soit je suis à l'écoute du client et en réalité, je trouve pas là les leviers de facturation. Donc derrière, c'est aussi des questions économiques. Et ça invite à du coup essayer d'imaginer des façons de penser l'économie, notamment la façon de contractualiser, d'une manière où on vend peut-être pas des outils, mais on vend une solution de capacité à soutenir les professionnels dans leurs enjeux d'outillage au regard des questions de productivité, de travail, etc., etc. Du coup, je rebondis sur ce développement qui est hyper intéressant et je vais me tourner vers toi plutôt, Océane, pour te demander de quoi fait-on l'analyse finalement quand on est ergonome, au vu de tout ce qui vient d'être évoqué. Que ce soit dans une situation de travail ou dans une situation qu'on pourrait qualifier de vie quotidienne, et au final, on analyse des choses qui sont assez similaires. Au final, on analyse ce que fait la personne, on analyse ce que la personne cherche à faire, ses enjeux, ce qu'elle ressent quand elle fait ce qu'elle fait, ou même d'autres éléments qui peuvent être pertinents selon les cas. Je vais répondre à partir d'un exemple. Si on parle par exemple des usages dans l'espace urbain, une chose qui me vient à l'esprit, c'est une situation que personnellement je rencontrais plusieurs fois par semaine il y a quelques années quand je rentrais souvent du travail à vélo. Je passais souvent par un rond-point, c'est le rond-point de Place de Clichy et c'était un moment où il y avait pas mal de travaux. Et du coup, à ce moment-là, si on regardait les personnes qui étaient à vélo, même si on allait dans la même direction, on voyait pas une file de vélos qui suivait, on voyait des vélos un peu partout. Et du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que ces personnes qui vont dans la même direction ne suivent pas le même chemin au final. Et si on analysait cette situation-là, on pourrait commencer par regarder les informations qui sont à disposition de la personne, avec par exemple les différents marquages au sol. On pourrait regarder ce que dit le code de la route quand on se déplace à vélo. Et on aurait pu voir par exemple que dans ce cas précis, du moins dans la manière dont moi je percevais les choses en tant que cycliste, c'est que suivre ce prescrit-là, pour moi, ça me semblait assez dangereux. Dans le sens où plusieurs fois, ça nous est traversé la route et passé devant les voitures et de devoir passer du côté gauche de la route au côté droit de la route, au côté gauche à nouveau de la route en risquant de se prendre toutes les voitures du trafic des heures de pointe à Place de Clichy à Paris. Et si on imagine par exemple une intervention d'ergonome qui aurait été sur ce sujet-là, sur le sujet de l'aménagement justement de cet espace public urbain, qu'est-ce qu'on aurait pu analyser ? On aurait analysé l'activité justement de ces cyclistes, on aurait analysé les motivations derrière les choix des cyclistes pour s'orienter vers tel et tel endroit, on aurait essayé de comprendre le contexte dans lequel étaient ces personnes, ce qui fait que ces personnes font ce qu'elles font, comme on le fait dans les situations de travail justement, comme je le disais juste avant, on aurait regardé les moyens à disposition, donc les marquages au sol dont on a déjà parlé tout à l'heure, d'autres éventuelles indications. On aurait questionné aussi leur prise d'information, parce que parfois les informations sont présentes. On aurait regardé la possibilité aussi des personnes d'accéder à ces informations, parce que quand on conduit ou quand on est à vélo, on réalise parfois que les informations étaient là, mais qu'on ne les voit pas toujours. On aurait essayé de comprendre aussi comment est-ce que les personnes géraient leur sécurité, parce que là, on est sur un sujet de risque et de sécurité sur la route en général, et on aurait essayé de comprendre justement comment les personnes gèrent leur sécurité pour pouvoir après éventuellement même encore mieux la régler, pour pouvoir mettre en place justement de nouvelles mesures pour faciliter le trafic même tout simplement. On aurait pu questionner également les automobilistes qui étaient autour, parce que même quand on est en voiture et qu'on a des vélos qui se baladent un peu partout, ça peut être assez angoissant, et tout ça dans l'objectif en tout cas de fluidifier le trafic justement et de minimiser les accidents qu'il pouvait y avoir. Voilà, et en fait on l'aurait fait comme on aurait pu le faire pour un taxi par exemple, qui du coup aurait été une situation de travail, une situation qu'on aurait pu attribuer plus simplement à des ergonomes. On aurait questionné des choses qui étaient très similaires. Donc en ergonomie,
Pourquoi se limiter au travail? Donc Brian en a déjà parlé juste avant, on n'a pas besoin de se limiter au travail en ergonomie. Tant qu'on a des personnes qui font quelque chose, on peut avoir des situations d'analyse. Et même si ce n'est pas quelque chose qu'on formalise directement, au final, nous, en tant que professionnels, il me semble qu'en tout cas qu'on est équipés pour l'analyse de ces situations. Et pour le coup, comment faire rentrer l'utilisateur dans la conception des systèmes de travail en tenant compte de la similarité des situations entre une scène de la vie quotidienne et une situation de travail à proprement parler? Il y a différentes manières de faire rentrer les personnes dans les projets, qu'on les appelle utilisateurs, utilisatrices, usagers, usagères, bénéficiaires ou d'autres jolis termes encore. On peut simplement les informer, on peut les consulter, on peut les faire participer aux décisions de différentes manières à travers des ateliers ou d'autres choses encore sur ces niveaux de participation. D'ailleurs, Dars et Roseau le décrivent assez bien dans un article de 2004, si vous souhaitez creuser davantage, avec les impacts notamment de chacune des modalités et différents points d'attention. Si on veut que chacun, en tout cas, puisse bénéficier de cette participation, l'idéal, c'est quand même d'inclure réellement les personnes dans le processus et de les faire travailler ensemble aux solutions. C'est justement ce dont parlait tout à l'heure Brian avec la coopération. Donc, de pouvoir donner accès aux différentes informations à tout le monde. Donc, autant des informations qui permettent aux personnes qui n'ont pas l'habitude de concevoir, de pouvoir concevoir, mais également à ces personnes qui ont l'habitude de concevoir, de leur donner des informations sur les usages. Informations qui sont très bien données en général par ces personnes, justement, qu'on qualifie d'usagers, usagères, bénéficiaires et tous ces autres petits noms. Parce que justement, ce sont ces personnes-là qui connaissent bien leur quotidien et qui peuvent permettre justement d'enrichir la conception à partir de ces éléments, ce qui, durant les projets, est beaucoup plus intéressant que de simplement recueillir leur avis et de directement faire quelque chose. On peut trouver plusieurs intérêts à ça, justement. Tout d'abord, si ce sont ces personnes qui sont après bénéficiaires du dispositif en conception, si ce sont ces personnes-là, les futurs utilisateurs, les futures utilisatrices qui sont présents pendant la conception. Ça permet de nourrir l'appropriation aussi du dispositif, de pouvoir se dire ces personnes qui ont participé à la conception, après ce sera plus simple pour ces personnes justement de se saisir du dispositif qui est en conception, quel que soit le type de dispositif, que ce soit un dispositif matériel, que ce soit un dispositif organisationnel ou d'autres encore, mais même du côté de l'équipe de conception, ça permet de nourrir l'équipe pour pouvoir avoir de nouvelles idées, de pouvoir... je rebondis encore sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, Brian, c'est ça aussi justement qui permet d'innover, de pouvoir se nourrir de situations qu'on n'avait pas forcément en tête pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui sera utile aux personnes, qui sera utile et qui sera utilisable. Pas seulement quelque chose de nouveau dont on n'avait pas pensé auparavant, justement à travers cette connaissance des usages qui fera après que ce dispositif s'y intégrera assez bien. Et ce que j'ai pu voir aussi durant différents projets, c'est que ça rend le projet aussi plus intéressant. C'est toujours intéressant justement de confronter ce qu'on a en tête, ce qu'on s'imagine qui pourrait être intéressant pour les personnes, aux personnes justement pour lesquelles on pense et de penser directement avec elles. Ça redonnait justement un élan de vie au projet, un élan d'intérêt justement aux personnes qui conçoivent. Ça permet de sortir de cet entre-soi et de pouvoir intégrer de nouvelles personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Mais ça, c'est quand on a la possibilité d'inclure les personnes assez tôt. Parce que au contraire, par contre, ce que j'ai pu voir, c'est que si on intègre ces personnes plus tard, dans un projet qui est déjà trop construit, un dispositif qui est trop construit, ça peut avoir l'effet inverse et justement donner un peu l'impression d'avoir des personnes qui viennent détruire un peu tout ce qu'on avait conçu pour elles. Et puis, ça peut être parfois un peu décevant. Il me semble que l'une des questions que ça pose, c'est la place de l'usager, du client, du bénéficiaire. Parce qu'il peut y avoir une manière d'être client, consommateur, très consommateur. C'est-à-dire, j'exige les choses, j'exige du professionnel, j'exige du travail, j'exige de l'entreprise, j'exige du service public qu'il réalise quelque chose qui correspond à mes attentes spécifiques à moi. Et c'est une manière de faire, mais il y a d'autres manières qui d'ailleurs se développent un peu partout dans plein d'initiatives citoyennes, locales, qui est comment en réalité, moi en tant que bénéficiaire du service, je contribue, je m'implique, je me préoccupe des enjeux justement de travail des professionnels. Et rentrer d'une certaine manière dans la conception du système de travail, ça suppose de coopérer, c'est-à-dire d'intégrer aussi les contraintes professionnelles qui fait qu'on ne peut pas tout faire à tout moment, n'importe comment, et que du coup c'est un processus de conception qui s'inquiète des usages, des attentes, des envies, et en même temps qui les relie à une capacité professionnelle concrète à faire,
à s'adapter et qui soit soutenante pour les professionnels concernés et durable, jouable pour les organisations du travail, les organisations productives en tant que telles, quoi. Quand tu parles de la place des personnes dans les projets, justement, ça me rappelle un projet qu'on avait eu chez Colliers où on avait travaillé avec une organisation qui avait des agences avec pignon sur rue et qui du coup recevait du public extérieur, ces personnes qui, elles, n'étaient pas dans des situations de travail. Et du coup, le fait de comprendre les motivations de ces personnes, comment est-ce que ça se passait pour elles justement lorsqu'elles venaient dans ces agences, c'était important dans la conception des espaces, parce que là, on était plutôt sur la conception des espaces. Comprendre ce qui faisait que les personnes venaient, comment est-ce qu'elles venaient, éventuellement leurs préoccupations aussi, pour pouvoir leur proposer un espace qui leur permette d'être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir bénéficier du service duquel elles venaient bénéficier. C'était important. Et c'était important du point de vue justement de la qualité de service, mais pas seulement. C'était important aussi du point de vue des personnes qui étaient en situation de travail. Parce que le fait que ces personnes qui étaient bénéficiaires du service puissent être dans les meilleures conditions, c'est ce qui permettait justement aux personnes qui étaient en situation de travail, elles aussi, de faire leur travail justement dans les meilleures conditions possibles. Je trouve ça intéressant ce que vous dites tous les deux, et moi ça me fait penser au fait que finalement, en tout cas ça me questionne sur une chose, c'est que le conçu, le résultat en fait de la conception, c'est un résultat de travail, j'aime bien cette formulation, c'est le modèle refroidi de l'activité de travail du concepteur. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un travail de la part du concepteur, donc des compromis et des négociations qui ont été effectuées et qui ont abouti à ce résultat-là. Donc ce que je trouvais intéressant dans la question de Sandrine, de quoi fait-on l'analyse ? Est-ce que finalement on fait vraiment l'analyse de la conception dans l'usage, ou est-ce qu'on fait l'analyse de la conception pour l'usage ? C'est une formulation, je crois, que Océane connaît et peut-être va pouvoir m'aider un peu là-dessus. De ton point de vue, en tout cas, qu'est-ce qu'on analyse réellement ? Est-ce que c'est plutôt l'usage ou effectivement ce modèle refroidi de l'activité des concepteurs ? Je vais répondre par un exemple. Si tu veux bien, si on prend le cas de la conception d'espace, du coup, si on prend, si on fait un retour, imaginons qu'on fait un retour d'expérience post-livraison des espaces. Les espaces, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont été livrés. Et si on regarde justement comment c'est après, on peut voir que ces espaces ont pas mal évolué. On peut voir que les personnes s'en sont saisies, on peut voir qu'elles l'ont adapté à ce dont elles avaient besoin sur le moment. Et c'est ça justement le défi de la conception architecturale, c'est qu'en général, on commence à penser les espaces bien avant que les personnes puissent justement s'en saisir. Et si on rentre dans le cadre de l'approche instrumentale dont vient justement l'approche dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, on pourrait qualifier ces espaces justement de propositions à vocation instrumentale qu'après les personnes s'approprieront et justement modèleront à leur usage et feront évoluer ce dont elles ont besoin sur le moment. Donc, est-ce qu'on analyse le travail refroidi du concepteur ? On va pouvoir avoir certains éléments qui vont nous parler de ce qu'a pu faire le concepteur. Je ne sais pas si on peut analyser son travail, je dirais qu'on peut analyser le résultat, en tout cas de son travail, qu'on peut voir le résultat de son travail. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, les espaces, si on reste sur les espaces, on va pouvoir plutôt analyser l'appropriation qui en est faite. Peut-être pour compléter, moi je dirais qu'il y a aussi un enjeu de revenir, alors je ne sais pas si on l'analyse ou on n'analyse pas, ça dépend du contexte, mais à revenir sur justement le travail du concepteur. Alors pas autant qu'il a fait quelque chose nécessairement pas à travers l'analyse du bâtiment comme refroidi, mais comment lui il conçoit. Parce qu'en réalité, parmi les choses que je constate dans les interventions, alors c'est pas sur des dimensions spatiales tellement, mais sur des questions plus organisationnelles, on va dire, c'est qu'en réalité, ça déplace le travail des concepteurs que de concevoir en se souciant du fait que ce qu'on va concevoir va être approprié par les personnes et que c'est pas mal, c'est en réalité normal et ça peut même être une source de création de valeur utile pour l'entreprise. Mais ça exige d'être dans un travail de conception qui est pas tout à fait le modèle
fonctionnel, de la maîtrise, je sais à l'avance le type d'objet que je vais concevoir d'ailleurs, je sais à l'avance les systèmes d'acteurs qui sont embarqués, j'ai plus qu'à préciser au fur et à mesure les choses. Ça exige d'être dans une capacité à se laisser interpeller par les usages, à identifier en quoi c'est pertinent, pas pertinent, qu'est-ce que ça ouvre comme potentiel, et qui est une autre façon de faire la conception j'aurais envie de dire, de mon point de vue. Il y a besoin à un moment donné de faire le lien avec les concepteurs, y compris pour les soutenir dans leur capacité à avoir des pratiques de conception suffisamment ouvertes à la compréhension des usages ou de ce qui se joue dans les services qu'ils contribuent à produire. Alors effectivement, si on peut faire des parallèles entre l'analyse de l'activité de travail ou dans une situation ou parallèle avec une situation de travail, jusqu'où on va dans nos interventions? La question d'où est-ce qu'on va dans les interventions, c'est une question que j'entends poser depuis que j'entends parler d'ergonomie, je crois, presque. Et je suis même pas sûre qu'il y ait une réponse universelle encore. Je me souviens de la journée activité de 2019 où durant une intervention, il y avait des questionnements qui avaient été posés justement par rapport à ça, face à la montée du télétravail à l'époque et au fait que ça se développait de plus en plus en 2019, sur le fait si nous, les ergonomes, nous étions légitimes pour intervenir dans l'espace privé, parce que lorsqu'on est justement en télétravail et qu'on fait une intervention en lien avec le télétravail, et du coup on intervient dans l'espace privé. Et cette question-là se posait sur le fait qu'en tant qu'ergonome, si avec le télétravail on amène l'entreprise dans l'espace privé, est-ce qu'on n'aurait pas entre guillemets franchi une ligne? Et ça justement c'était des questionnements qui avaient été posés. Ce que moi en tout cas je peux voir au fur et à mesure, c'est que ce qui fait partie du travail ou pas, et notamment maintenant que les frontières entre vie privée, vie personnelle quand on travaille pour certaines personnes la plupart du temps de chez soi, ce qui fait partie du travail ou ce qui fait pas partie du travail, c'est pas si tranché dans cette question notamment du télétravail. Du coup justement si je réponds à travers une intervention que j'avais pu faire, les personnes avec qui je travaillais à l'époque travaillaient de chez elles. Complètement d'ailleurs, c'était des personnes qui travaillaient complètement de leur domicile, elles avaient un espace dédié, aménagé ou pas. Et ces personnes du coup qui travaillaient depuis chez elles, leur ordinateur par exemple, c'était leur ordinateur de travail, c'était aussi leur ordinateur personnel. C'était un outil du coup qui servait les deux, et c'était des personnes qui en plus travaillaient pas forcément sur des horaires entre guillemets conventionnels de travail sur du 9h-17h, 9h-18h. C'était des personnes parfois qui après manger se disaient ce serait peut-être un bon moment pour moi pour le faire ça sur cet horaire de la journée, du coup plutôt de la soirée parce que ça avoisinait les 22h. Et c'était un bon moment pour elles. Au tout début ça m'a fait bizarre d'arriver après des moments de repas justement où parfois il y avait des membres de la famille. J'ai senti ça comme un peu intrusif et j'étais pas super à l'aise au tout début. J'étais pas super à l'aise au début, mais au final quand on voit que les personnes ça leur pose aucun problème, on s'habitue et puis on se dit si c'est pas un problème pour ces personnes, pourquoi est-ce que ce serait un problème pour nous? Si ces personnes justement nous voient pas comme une personne qui rentre dans leur vie privée, une personne trop intrusive justement, est-ce que ça pose problème? Pour moi la limite justement d'où est-ce qu'on va dans l'intervention, c'est pas, je pourrais pas donner une réponse globale et je pourrais pas donner une réponse moi non plus universelle. Ce serait plutôt la limite où nous on pense qu'il est pertinent d'aller, et la limite à pas dépasser aussi selon ce qu'on voit sur le moment, mais aussi de pas dépasser la limite en fait de la personne qui est sujet de l'activité, et de justement questionner où est-ce qu'on va avec ces personnes, de voir ce qui est acceptable pour elles, de voir ce qui est pertinent pour elles. Et c'est plutôt quelque chose qu'on construit presque au cas par cas. Peut-être Brian, est-ce que tu veux répondre aussi à la question? Oui, ça s'approche de la fin de ce que disait Océane. Je réfléchissais en écoutant et je me disais, j'aurais envie de penser l'intervention ergonomique comme un service en réalité. Et ce qui est une manière de refaire le lien avec ce qui a été dit plus tôt, c'est-à-dire ce qui guide pour moi, il y a deux choses. Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. C'est à un moment donné, c'est quoi les enjeux de la personne, des personnes, du système d'acteurs pour qui on intervient? C'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent? C'est quoi les problèmes qui se posent? Et comment on agit au bon périmètre qui permet de les aider à faire face aux problèmes qu'ils se posent? Et ça, c'est le premier angle, sinon on loupe le truc. Et en même temps, c'est un périmètre qui soit jouable pour soi, professionnellement, par rapport à sa sphère de compétences sur laquelle on se sent à l'aise, pertinent, en capacité d'aller, les zones qu'on veut bien tester parce qu'on se dit ça vaut le coup. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de réponse. C'est ça la relation de service aussi, d'une certaine façon. C'est être à l'écoute de ce qui fait problème et essayer de se mettre à l'échelle
potentiels, des problèmes pour y répondre, d'une façon qui soit pas trop déstabilisante par rapport à sa professionnalité, ses compétences, l'organisation qui est derrière et la capacité qu'on va avoir à agir de manière pertinente. Eh bien, on arrive à la fin de l'épisode et on pourrait rester sur le mot de Céane quand tu expliques que finalement, pour se débrouiller avec le hors-travail, il faut d'abord s'écouter soi et composer aussi avec les limites de la personne comme sujet. J'ai trouvé l'exemple du télétravail et de la pause dîner au moment d'intervention très très parlant. Et oui, Brian, ce que je retiendrai aussi de ton mot de la fin, qui faisait une superbe conclusion également, c'est que finalement on peut rapprocher l'intervention de l'ergonome de cette relation de service dans la manière dont elle va aller vers l'autre, dont elle va essayer de créer des conditions de coopération pour créer de la valeur et réussir. Je retiendrai aussi ce mot-là, ce rendez-vous de la valeur, qui est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Merci beaucoup Océane et merci Brian d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci à vous. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir suivis sur cet épisode. Si vous souhaitez approfondir les notions que nous avons abordées, n'hésitez pas à regarder les différentes références qui ont été mises en bibliographie de l'épisode. Merci à Océane Franzé et à Brian Dema pour leur temps et leur contribution. Un remerciement tout particulier à notre équipe de rédaction, Cassandre Dubost, Tamara Blanc-L'Oeil, Sandrine Fortuné et Eva Goulois. Retrouvez-nous sur nos réseaux LinkedIn et sur Instagram pour vous tenir au courant de tous nos nouveaux épisodes et à bientôt.